Alors le Rambam est toujours. Sefer HaMitzvot, on continue donc avec 11 Eshvan, 5786, comme moment négatif numéro 244. C'est l'interdiction qui nous a été faite de voler de l'argent, qui est formulée en ces termes. Vous ne commettrez point de vol. Au sujet de laquelle la Meklita précise, vous ne commettrez point de vol. C'est la prohibition de voler de l'argent. Celui qui viole cet interdit est tenu de payer, conformément aux prescriptions de la Torah, soit le double de la valeur de ce qui a été volé, soit le quadruple, soit simplement ce qu'il a dérobé. On peut lire ce qui suit dans le Sifra, du fait qu'il est écrit à propos du vol. Il paiera le double. C'est de ce verset que nous est enseigné la punition. Mais d'où tirons-nous la mise en garde irrelative? Du texte suivant. Vous ne commettrez point de vol qui concerne le cas où l'on agit ainsi uniquement pour hériter. En d'autres termes, il s'agit du cas où on veut seulement hériter la personne victime du vol, en la perturbant momentanément, puis on lui rend ce qui a été soustrait. Et le Sifra poursuit, vous ne commettrez point de vol, mais pas dans le but d'avoir ensuite à restituer le quadruple ou le quintuple. Les dispositions relatives à ce commandement ont été exposées au chapitre 7 de Baba Kama. Commandement positif numéro 239, c'est le commandement qui nous a été enjoint en ce qui concerne la loi du voleur, auquel nous devons réclamer un double dédommagement ou un paiement correspondant à 4 ou 5 fois la valeur de l'objet, ou que l'on peut mettre à mort s'il est pris sur le fait, agissant clandestinement ou bien encore en train de vendre. Également ce qui concerne toutes les punitions sanctionnant le voleur comme c'est précisé dans la Torah. Tous les détails relatifs à cette loi se trouvent dans le chapitre 7 de Baba Kama, dans le chapitre 8 de Sanhedrin, dans le chapitre 3 de Baba Metzia, ainsi que dans quelques passages de Ketubot, de Kiddushin et de Shavuot. Amen. 3 prakim. 11 Eshvan, 5786 Sefer Nezekin, loi relative au vol, Geneva. Introduction, chapitre 1. Loi relative au vol, Geneva. Elles comprennent 7 commandements, 2 positifs et 5 négatifs. Interdiction. 1. Ne pas voler ce qui appartient à autrui. La loi relative au voleur. 3. Ajuster les balances avec les poids. 4. Ne pas faire d'injustice par l'usage de mesures et de poids inexacts. 5. Un homme inexact, même s'il ne fait pas de commerce avec ceux-ci. 6. Ne pas reculer la borne d'autrui. 7. Ne pas enlever de personne. L'explication de ces commandements se trouve dans les chapitres suivants. Quiconque voit bien des valeurs égales ou supérieures à une pétura transgresse un interdit de la Torah. Comme il est dit, Lévitique 19:11, vous ne volerez pas. On ne reçoit pas la flagellation pour la transgression de cette interdiction car elle se prête à un remboursement puisque la Torah condamne le voleur à payer. La loi est la même pour celui qui vole l'argent d'un juif ou celui qui vole l'argent d'un gentil. Et la loi est la même pour celui qui vole un adulte ou un mineur. Il est défendu de voler quoi que ce soit, même moins que la valeur d'une perouta. Selon la loi de la Torah, il est défendu de voler par plaisanterie, ou dans l'intention de restituer ou de payer. Tout est défendu, parce que l'on ne s'habitue pas à cela. Qu'est-ce qu'un ganave? Celui qui prend l'argent d'un homme en cachette, alors que le propriétaire l'ignore. Par exemple, celui qui tend sa main dans la bourse d'autrui et prend ses pièces de monnaie sans que le propriétaire le voie. Il en va de même pour tous ces cas semblables. Toutefois, si le voleur prend à découvert publiquement, par la force, et il ne s'agit pas d'un ganave, mais d'un gazlan, c'est pourquoi si un bandit armé commet un vol en cachette, il n'est pas désigné comme gazlan, mais comme ganave, bien que le propriétaire le sache au moment où il commet le vol. Un voleur au sujet duquel des témoins valides ont témoigné qu'il a commis un vol est tenu de payer 2 fois la valeur de l'objet volé au propriétaire de l'objet. Par exemple, s'il a volé un dinar, il paye 2 dinars. S'il a volé un âne, un vêtement ou un chameau, il en paye 2 fois la valeur. Il perd donc le montant qu'il avait voulu soustraire à l'autre. Si un voleur reconnaît de lui-même avoir commis un vol, il doit payer seulement le principal, la valeur de l'objet, et exemple d'en payer le double. Ainsi qu'il est dit,
Exode 22:8. Celui qui les juges condamneront paiera le double. C'est celui qui est condamné par les juges qui doit payer le double. Et celui qui se déclare lui-même coupable ne paye pas le double, identique est la loi pour toutes les amendes. Celui qui admet spontanément être passible d'une amende en est exempt. Le paiement du double de la valeur d'un objet volé est appliqué pour tous les biens, à l'exception d'un agneau ou d'un bœuf. En effet, celui qui vole un bœuf ou un agneau est là-bas où le vent doit verser pour l'agneau le quadruple de sa valeur et pour le bœuf le quintuple de sa valeur. La loi est la même pour un homme ou pour une femme qui ont commis un vol. Ils sont tenus de payer le double de la valeur de l'objet, le quadruple en cas de vol d'un agneau avec l'abattage ou vente, ou encore le quintuple en cas du vol d'un bœuf, suivi de son abattage ou d'une vente. Si l'auteur du vol est une femme mariée qui n'a pas de ressources financières pour payer, le paiement du double est une dette pour elle jusqu'à ce qu'elle divorce ou que son mari décède. C'est alors que le tribunal perçoit d'elle ce paiement. Un mineur qui a commis un vol est exempt de payer le double de la valeur de l'objet. On restitue simplement au propriétaire la chose qui lui a été volée. Si le mineur a perdu l'objet, il n'est pas non plus tenu de payer le principal, même après être devenu adulte. Un esclave qui a commis un vol est exempt du paiement du double. Son maître aussi est exempt. En effet, un homme n'est pas responsable des dommages causés par ses esclaves, bien qu'ils soient son argent. Étant donné qu'ils sont intelligents, il ne peut pas les garder. En effet, si un maître mettait en colère son esclave, celui-ci irait alors incendier un tas de gerbes d'une valeur de 1000 dinars ou ferait quelque chose de semblable parmi les autres dommages pour se venger et obliger son maître à payer. Quand l'esclave est libéré, il est tenu de payer le double de la valeur de l'objet volé. Bien qu'il soit exempt, il appartient au tribunal de châtier les mineurs en tenant compte de la force, la résistance du mineur pour le vol commis, afin qu'ils ne prennent pas cette habitude. Il en va de même s'ils causent d'autres dommages. Et de même, le tribunal châtie sévèrement les esclaves ayant commis un vol ou causé un dommage, afin qu'ils ne s'habituent pas à causer des dommages. Si la valeur du bien s'est bonifiée spontanément alors qu'il se trouve en la possession du voleur, par exemple une brebis volée alors qu'elle était gravide ou couverte de laine, mais bas où est tondue, le voleur paye celle-ci, ainsi que les tontes ou les petits. Si elle met bas ou est tondue après le renoncement du propriétaire, le voleur paye seulement selon sa valeur au moment du vol. Si un voleur fait des dépenses pour le bien volé, et l'améliore. Par exemple, s'il engraisse l'animal, l'amélioration appartient au voleur, même avant le renoncement du propriétaire, lorsque le voleur restitue l'objet volé avec le double, c'est-à-dire avec le paiement de sa valeur en su. Il perçoit la bonification du propriétaire ou la bonification, lui, est décomptée du paiement du double. Le bien volé lui-même, qui se trouve en la possession du voleur, et n'a pas subi de modification, doit retourner tel quel à son propriétaire, que ce soit avant ou après le renoncement de ce dernier. Mais après ce renoncement, l'amélioration de l'objet appartient au voleur, comme nous l'avons expliqué. Si le bien volé subit un changement en la possession du voleur, ce dernier l'acquiert et acquiert aussi l'amélioration, même si ce changement intervient avant le renoncement du propriétaire à retrouver l'objet volé. Le voleur ne paye que la contre-valeur de l'objet volé, n'étant pas tenu de restituer l'objet même. Si un homme a volé un animal maigre et l'a rendu gras, ou s'il a volé un animal gras et l'a rendu maigre, il doit verser le paiement du double de sa valeur, ou encore le paiement du quadruple ou du quintuple s'il l'a abattu ou vendu. C'est fait à paragraphe 6, selon sa valeur au moment du vol. S'il a volé un agneau et que celui-ci soit devenu un bélier, ou s'il a volé un veau et que celui-ci soit devenu un bœuf, il doit en payer le double selon sa valeur au moment du vol. S'il abat ou le vend après qu'il est devenu adulte, c'est-à-dire après que l'agneau est devenu un bélier ou le veau un bœuf, étant donné que le changement physique de l'animal, le fait qu'il soit devenu adulte, a eu lieu en la possession du voleur, il l'acquiert. C'est donc le sien, son animal, qu'il abat, et le sien, son animal, qu'il vend. Par conséquent, il ne doit pas verser les paiements du quadruple ou du quintuple. Aurait-il volé un animal, un ustensile ou quelque chose de semblable qui, au moment du vol, valait 4 sous et qui vaut maintenant, au moment de la comparution en justice, 2 sous. Le voleur verse le principal selon sa valeur au moment du volet, les paiements du double, c'est-à-dire la valeur en su, du quadruple ou du quintuple, suivant le cas, selon sa valeur au moment de la comparution en justice. Si le bien volé valait 200 sous, au moment du vol et maintenant au moment de la comparution en justice. Il vaut 4 sous. La règle suivante est appliquée si le voleur a battu ou vendu l'animal ou a brisé l'ustensile ou l'a
perdu, il verse les paiements du double, du quadruple ou du quintuple selon sa valeur au moment de la comparution en justice. Si l'animal est mort ou si l'ustensile a été perdu tout seul, le voleur verse le paiement du double selon la valeur de l'animal ou de l'objet au moment du vol. Si une personne vole un ustensile, le brise ou le détériore, ou si l'ustensile se brise ou se détériore tout seul, on n'évalue pas la moins-value. On n'évalue pas la moins-value pour que l'ustensile détérioré soit restitué au propriétaire et que la différence soit exigée du voleur. Au contraire, c'est-à-dire on estime combien valait cet ustensile. Le voleur en paye 2 fois la valeur au propriétaire et l'ustensile brisé revient au voleur. Il en va de même pour tout cas semblable. Si le propriétaire désire prendre l'ustensile brisé et demande que le voleur lui paye la moins-value et le double la valeur de l'ustensile en su, on accepte car le propriétaire peut choisir la solution qui lui convient. Soit le cas d'un voleur qui vole un animal, puis là-bas ou le vend avant le renoncement du propriétaire. Bien que l'acheteur ne l'acquiert pas selon la loi, que l'animal volé doit lui-même être restitué de l'acheteur au propriétaire. Le voleur doit verser les paiements du quadruple ou du quintuple. Inutile de dire qu'il doit payer cette amende s'il a abattu ou vendu l'animal après le renoncement du propriétaire. Car dans ce cas, ces actions sont été effectives et l'acheteur a acquis l'animal qui n'est pas restitué au propriétaire. Celui qui vole un objet d'un autre voleur, bien que le propriétaire est désespéré de le retrouver, ne doit pas payer le double de sa valeur. S'il abat ou vend l'agneau ou le bœuf volé au premier voleur, il ne doit pas verser les paiements du quadruple ou du quintuple. Il ne paye pas au premier voleur car la loi veut que cet animal soit lui-même retourné à son propriétaire. Le premier voleur ne l'ayant pas acquis. Le second voleur n'est pas non plus passible de payer au propriétaire le double, le quadruple ou le quintuple de la valeur de l'animal, parce qu'il ne l'a pas volé du domaine du propriétaire. Quand un homme vole un animal et l'abat puis qu'un autre voleur vient et le vole à son tour, le dernier voleur verse le paiement du double au premier voleur, car le premier voleur a acquis l'animal par le changement physique effectué par l'abattage, et le premier voleur verse le paiement du quadruple ou du quintuple au propriétaire. Quand un homme vole un animal et le vend, puis qu'un autre vient et le vole à l'acheteur, la règle suivante est appliquée si le propriétaire a désespéré de retrouver l'animal. Le premier voleur verse les paiements du quadruple et du quintuple au propriétaire. Et le second voleur verse le paiement du double à l'acheteur. Si le propriétaire n'a pas désespéré de le retrouver, le dernier voleur ne paye que le principal à l'acheteur. C'est faire Nézikine, loi relative au vol, Guénéba, chapitre 2. Celui qui vole les biens d'un gentil ou des biens consacrés ne paye que le principal, ainsi qu'il est dit, Exode 22, 8. Il paiera le double à son prochain. Ce qui est interprété comme suit, à son prochain, non au temple, Ekdesh, à son prochain, non à un gentil. De même, celui qui vole des animaux consacrés de la maison de leur propriétaire, qu'il s'agisse d'offrandes de sainteté éminente ou d'offrandes de moindre sainteté, d'offrandes dont le propriétaire ne porte pas la responsabilité ou d'offrandes dont le propriétaire porte la responsabilité, est exemple des paiements du double, du quadruple ou du quintuple. Comme il est dit, Ibid aussi, c'est cela a été volé de la maison de l'homme, non de la maison, c'est-à-dire de la propriété du temple. De même, celui qui vole des esclaves, des actes juridiques comme des titres de créance ou des biens immeubles, en déplaçant leurs bornes, ne doit pas en payer le double. En effet, la Torah n'a condamné au paiement du double que dans le cas d'un vol de biens meubles, dont l'objet même a une valeur pécuniaire, ainsi qu'il est dit, Exode 22.8, pour un bœuf, pour un âne, pour un agneau, pour un vêtement. Les esclaves, en revanche, sont comparés aux biens immeubles et donc également exclus, ainsi qu'il est dit, Lévitique 25.46. Vous les ferez hériter à vos enfants. Quant aux actes, ils n'ont pas en soi de valeur pécuniaire. Celui qui vole le premier-né de l'âne d'autrui avant qu'il soit racheté doit verser le paiement du double au propriétaire. En effet, bien que le petit de l'âne n'appartienne pas au propriétaire au moment présent, puisqu'il n'a pas encore été racheté, il est susceptible de lui appartenir après qu'il sera racheté. Celui qui vole le produit Tébel d'un autre et le consomme, doit lui payer la valeur de son produit Tébel. De même, s'il vole de la graisse animale interdite appartenant à un autre et la mange, il doit lui payer la valeur de sa graisse. S'il vole de la terouma de son propriétaire Israël, c'est-à-dire non Cohen qui l'a séparé, il ne doit pas en payer le double. En effet, la terouma n'appartient pas au propriétaire Israël. Il n'a comme droit sur celle-ci que le privilège de la jouissance, c'est-à-dire qu'il est libre de la donner au Cohen de son choix. Or, le privilège de la jouissance n'est pas de l'argent.
Soit le cas d'un homme qui vole un agneau ou un bœuf appartenant à son père et là-bas où le vend ensuite son père meurt. Dans ce cas, il doit verser le paiement du quadruple ou du quintuple à ses frères héritiers, en déduisant la part qui lui revient. Si son père meurt après le vol et qu'il abatte ou vende ensuite l'animal volé, il doit verser seulement le paiement du double, mais pas le paiement du quadruple ou du quintuple. Si un voleur consacre l'animal volé, puis là-bas ou le vend, bien qu'il l'ait consacré comme offrande de moindre sainteté, il doit verser le paiement du double et non le paiement du quadruple ou du quintuple. Dans quel cas cela s'applique-t-il? S'il consacre l'animal après le renoncement du propriétaire à le retrouver. Mais s'il le consacre avant le renoncement du propriétaire, il n'est pas consacré. Par conséquent, s'il l'abat ou le vend, il doit en payer le quadruple ou le quintuple. Si un propriétaire consacre son bien alors qu'il se trouve dans la maison du voleur, il n'est pas consacré, bien qu'il n'est pas en sa possession, bien qu'il n'est pas désespéré de le retrouver. Par conséquent, si le voleur l'abat ou le vend, même après que le propriétaire l'a consacré, le voleur doit verser le paiement du quadruple ou du quintuple au propriétaire. Si un voleur abat rituellement un bœuf ou un agneau volé qui devient névéla par sa main, c'est-à-dire qu'en raison d'un abattage rituel impropre, l'animal ne peut être consommé ou s'il le déchire des narines jusqu'au cœur, ou arrache l'œsophage et la trachée de leur remplacement au lieu de les couper. Il doit verser le paiement du double seulement et non le quadruple ou le quintuple. Mais s'il abat rituellement en vue d'utiliser la viande pour un remède ou pour les chiens, ou si l'animal se trouve être très fort, ou s'il abat dans le parvis du temple, il doit en payer le quintuple ou le quintuple. En effet, bien qu'un animal profane abattu rituellement dans le parvis du temple soit défendu au profit, étant donné que cette interdiction est d'ordre rabbinique, il est tenu de verser le paiement du quadruple ou du quintuple. De même, celui qui vole un animal hybride, issu d'un croisement entre un agneau et une autre espèce, ou qui vole un animal tréfa, un animal à la jambe coupée, un animal boiteux, aveugle ou appartenant à des associés, puis là-bas où le vent doit en payer le quadruple ou le quintuple. Soit le cas suivant, un homme vole un animal et A, en fait don à autrui, ou B, le donne à un autre pour l'abattre et celui-ci là-bas, ou C, le donne à un autre pour le vendre et ce dernier le vend à autrui, ou 2, le vendre à crédit, ou E, l'échange contre un autre objet, ou F, paye ce qu'il a acheté à crédit avec cet animal, ou G, l'envoie en cadeau de mariage à son épouse dans la maison de son beau-père. Dans tous ces cas, le voleur doit verser le paiement du quadruple ou du quintuple. Soit le cas suivant, un homme vole un animal et le vend, en le transférant au vendeur après 30 jours, c'est-à-dire que la vente ne sera effective qu'au terme de ce délai. Si durant ces 30 jours, le voleur est identifié, celui-ci ne doit payer que le double de la valeur de l'animal. Si un voleur vend un animal volé, excepté 1/100 de celui-ci, ou excepté sa patte antérieure ou postérieure, en règle générale, s'il laisse, c'est-à-dire retient et exclut de la vente quelque chose qui devient permis avec lui par l'abattage rituel, à savoir une partie de la chair de l'animal, il est exempt du paiement du quadruple ou du quintuple. S'il vend l'animal, excepté sa tonte ou excepté ses cornes, il est passif du paiement du quadruple ou du quintuple parce que ces parties ne deviennent pas permises avec l'animal par l'abattage rituel puisqu'elles ne sont pas comestibles. Si quelqu'un vole un animal et le vend après lui avoir coupé un membre, ou le vend à l'exception du travail qu'il fournit, qui reviendra au voleur, ou à l'exception d'une période de 30 jours. On ne retire pas au voleur les paiements du quadruple ou du quintuple. Néanmoins, si la victime du dommage le volé saisit un bien appartenant au voleur pour percevoir le paiement du quadruple ou du quintuple, on ne lui retire pas. Si un voleur vend un animal, alors qu'il était associé sur cet animal avec celui dont il l'a volé, il est exempt des paiements du quadruple ou du quintuple. Dans le cas où deux associés volent un animal, si l'un d'eux l'abat ou le vend avec le consentement de l'autre, ils doivent en payer le quadruple ou le quintuple. Si l'un d'eux agit, c'est-à-dire abat ou vend l'animal sans le consentement de l'autre, ils sont exempts des paiements du quadruple ou du quintuple et ils sont tenus d'en payer le double. Soit le cas suivant. Un homme vole un animal puis comparaît en justice. Les juges lui disent « Sors, donne à la victime ce que tu as volé ». Il sort et après l'abattage ou vend l'animal. Dans ce cas, il est exempt des paiements du quadruple ou du quintuple. Si les juges lui disent la première fois « Tu as l'obligation de donner à la victime ce que tu as volé » et qui abattent ou vendent ensuite l'animal, il est passible des paiements du quadruple ou du quintuple. Étant donné que les juges n'avaient pas tranché le procès, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas rendu un jugement définitif, comme dans le premier cas. Il se tient donc encore dans son acte de vol, autrement dit, il est encore considéré comme un ganave, non un gaz-lane.
Telle est la loi relative à celui qui vole un objet ou un animal dans le domaine du propriétaire, étant donné que l'objet volé se trouve encore dans son domaine. Le voleur est exempt d'en payer le double. De même, s'il abat ou vend l'animal volé là dans le domaine du propriétaire, il est exempt d'en payer 4 ou 5 fois la valeur. En revanche, si le voleur soulève l'objet volé et devient coupable de vol, bien qu'il n'ait pas encore fait sortir l'objet du domaine du propriétaire comme cela. S'il vole un agneau du parc, et alors qu'il le tire pour le faire sortir, l'agneau meurt dans le domaine du propriétaire. Le voleur est exempt. Si le voleur soulève l'agneau ou le fait sortir du domaine du propriétaire et qu'il meurt, le voleur est astreint au paiement du double de sa valeur. Si le voleur le donne là sans l'avoir soulevé dans la maison du propriétaire, à un Cohen en rachat de son fils premier-né, ou le donne à son créancier en paiement de sa dette, ou à un gardien bénévole, un emprunteur, un gardien rémunéré, ou un locataire, et que celui-ci l'a reçu, tire l'agneau et qu'il meurt. Le gardien, c'est-à-dire celui qui l'a reçu, est exempt. Si celui qui a reçu l'agneau le soulève ou le fait sortir du domaine du propriétaire et que l'agneau meurt, alors le gardien, le créancier qui a reçu cet agneau, est astreint au paiement du double. Parce que le voleur ne l'avait pas encore fait sortir du domaine du propriétaire au moment où il le lui a donné. Il n'avait donc pas accompli un acte d'acquisition le rendant coupable de vol. Si un troupeau se trouve dans une forêt, dès que le voleur frappe un animal avec un bâton, l'animal se mettant à courir de ce fait et le cache au milieu des arbres, il est passible du paiement du double de sa valeur. S'il abat ou vend l'animal à cet endroit, il doit verser le paiement du quadruple ou du quintuple. Soit les deux cas suivants. Un homme vole un animal dans le domaine du propriétaire et après que le propriétaire prend connaissance du vol de son animal, le voleur le fait sortir du domaine et l'abat ou le vend à l'extérieur du domaine du propriétaire. B. Un homme vole un animal, le fait sortir à l'extérieur du domaine du propriétaire et l'abat ou le vend dans le domaine du propriétaire. Dans ces deux cas, le voleur doit verser le paiement du quadruple ou du quintuple. Sefer Nezekin, loi relative au vol, Geneva, chapitre 3. Nous avons déjà expliqué dans les lois relatives à la jeune fille vierge que quiconque commet une transgression comprenant à la fois une faute passive de la peine de mort par le tribunal et d'un paiement ne paye pas, bien qu'il ait agi par inadvertance et ne puisse être condamné à la peine capitale. Par ailleurs, qui commet une faute pour laquelle il est passible de la flagellation et de la paiement, se voit affliger la flagellation et ne paye pas, car il n'y a pas de cas où un homme reçoit la flagellation et paye pour un même acte. C'est pourquoi, s'il a agi par inadvertance ou si les témoins ne l'ont pas dûment averti au préalable, il paye et ne reçoit pas la flagellation. Dans quel cas cela s'applique-t-il? S'il devient passible d'un paiement en même temps que coupable d'une faute passive de la peine de mort par le tribunal, ou s'il devient passible du paiement et de la flagellation en même temps. Mais s'il devient passible d'un paiement et ensuite de la peine de mort par le tribunal de la flagellation, ou bien s'il devient passible de la peine de mort par le tribunal et ensuite d'un paiement, il est condamné à la flagellation et au paiement, ou au paiement et à la peine de mort. Comment cela? Soit les cas suivants. Un homme jette une flèche le Shabbat dans le domaine public, depuis le début de la diagonale d'un carré, de 4 coudées de côté, jusqu'à la fin de la diagonale de ce carré, de 4 coudées, et celle-ci déchire le vêtement d'autrui sur sa trajectoire. B. Il mit le feu à la meule d'autrui, le Shabbat. C. Il vole une bourse le Shabbat et la tire sur le sol sans la soulever, jusqu'à la sortir du domaine du propriétaire qui est un domaine privé, la faisant passer dans le domaine public, et la perd, c'est-à-dire la détruit à cet endroit. Dans ces 3 cas, il est exempt du paiement, parce que la transgression de l'interdiction du Shabbat et celle de l'interdiction du vol ou de causer un dommage interviennent en même temps. En revanche, s'il vole une bourse le Shabbat et la soulève là, dans le domaine privé, puis la sort dans le domaine public et la jette dans un fleuve, il est tenu de verser le paiement du double, parce qu'il s'est rendu coupable d'avoir transgressé l'interdit de voler avant d'être coupable d'une faute passive de lapidation. Il en va de même pour tout cas semblable. De même, A. S'il a coupé l'arbre d'autrui à un jour de fête, après avoir été averti par des témoins. Ou B. A mis le feu à un tas de gerbes le jour de Kippour, après avertissement de témoins. Ou C. A volé un animal et il l'a abattu le jour de Kippour, après avertissement de témoins. Il est exempt du paiement puisqu'il est passible de la flagellation. En revanche, s'il n'a pas été averti, la peine de flagellation n'étant pas appliquée, il est passible du paiement de la réparation du dommage dans les 2 premiers cas. Il doit verser le paiement du quadruple ou du quintuple dans le dernier cas. Si un homme vole un animal et l'abat le Shabbat, ou l'abat pour une idole, même par inadvertance, il est exempt du paiement du quadruple ou du quintuple, comme nous l'avons expliqué.
soit le cas d'un homme qui avait une vache empruntée et l'a abattue le Shabbat sous forme de guénéva, en cachette. Il est exempt même de payer le double de sa valeur, car la transgression de l'interdiction du Shabbat et la transgression de l'interdiction de voler interviennent en même temps. Et s'il n'y a pas d'obligation de payer pour le vol, il n'y a pas non plus d'obligation de payer pour l'abattage et la vente. Si un homme vole un agneau ou un bœuf et le vend le Shabbat ou le vend pour une idole, il est tenu de verser le paiement du quadruple ou du quintuple, car on ne trouve pas dans le fait de vendre un animal le Shabbat pour une idole une interdiction sanctionnée par la peine de mort. Si un travail est effectué le Shabbat au moment de la vente, le voleur est exempt du paiement du quadruple ou du quintuple. Comment cela? Par exemple, s'il ne transfère son droit de propriété sur le bien volé à l'acheteur qu'au moment où l'animal volé se pose dans la cour de l'acheteur. Ainsi, lorsqu'il sort l'animal le faisant passer d'un domaine à l'autre, la transgression de l'interdiction du Shabbat et la vente effective interviennent en même temps. Si un homme désigne un mandataire pour abattre un animal volé pour lui et que le mandataire l'abatte effectivement pour le mandant le Shabbat, le voleur est tenu de verser les paiements du quadruple ou du quintuple, car ce voleur n'a pas commis de faute passible de mort par le tribunal. Or, nous avons déjà expliqué qu'un voleur qui abat un animal volé par l'intermédiaire d'un mandataire est passible du paiement supplémentaire. Si deux personnes témoignent qu'un homme a volé un animal, qu'elles témoignent elles-mêmes qu'il a battu ou vendu, ou que d'autres témoignent qu'il a abattu ou vendu, le voleur doit verser le paiement du quadruple ou du quintuple. Si deux personnes témoignent qu'il a volé un animal et qu'un témoin atteste qu'il a abattu ou vendu, ou que le voleur reconnaisse de lui-même l'avoir abattu ou vendu, il en paye le double et ne verse pas le paiement du quadruple ou du quintuple. Car celui qui admet de lui-même être passible d'une amende en est exempt, comme nous l'avons expliqué. Quand un homme reconnaît d'être passible d'une amende et qu'ensuite des témoins viennent et attestent des faits, la règle suivante est appliquée. S'il a reconnu au début être passible de l'amende devant un tribunal, c'est-à-dire 3 juges, et au tribunal là où les juges siègent, il est exempt de cette amende. Mais s'il a reconnu être passible de l'amende devant 3 juges à l'extérieur du tribunal ou au tribunal devant 2 juges seulement et que des témoins soient venus ensuite attester des faits, il doit payer l'amende sur la base de leur déclaration. Comment cela? Si un homme reconnaît au tribunal avoir volé, puis que les témoins viennent et attestent qu'il a volé, il est exempt de payer le double, parce qu'il s'est astreint à payer le principal avant que les témoins viennent. En revanche, soit le cas suivant, un homme déclare « je n'ai pas volé », s'exemptant ainsi de tout paiement. Des témoins viennent alors et attestent qu'il a volé. Il se rétracte en disant au tribunal « j'ai abattu l'animal ou je l'ai vendu ». Dans ce cas, si des témoins viennent après et attestent qu'il a abattu l'animal ou l'a vendu, il doit verser le paiement du quadruple ou du quintuple. Parce qu'au début, par sa déclaration, il s'est totalement exempté du paiement avant que les témoins viennent. Soit le cas d'un homme qui vole un bœuf appartenant à 2 associés, puis là-bas ou le vend, admettant ensuite au tribunal sa culpabilité envers l'un d'eux, tout en niant sa culpabilité envers l'autre. Si des témoins viennent ensuite et attestent qu'il a volé, abattu ou vendu l'animal, il doit payer à celui envers lequel il avait nié toute culpabilité 5 fois la moitié de la valeur du bœuf. Ou si l'animal volé est un mouton, il doit payer 4 fois la moitié de la valeur du mouton. La loi veut que le voleur verse le principal et le double, c'est-à-dire la valeur reçue, ou le paiement du quadruple ou du quintuple, de la valeur de l'animal avec ses biens meubles. Si on le lui trouve pas de biens meubles, le tribunal rabbinique effectue une saisie sur ses biens immeubles et perçoit tout le paiement, c'est-à-dire le principal et l'amende sur le meilleur de ses biens, comme pour les autres dommages, ainsi qu'il est dit, Exode 22.4, le meilleur de son champ. Et s'il ne possède ni bien immeuble, ni bien meuble, le tribunal vend le voleur comme l'esclave à un maître hébreu et donne sa contre-valeur à la victime de dommages, comme il est dit, Évil 22.2. S'il n'a pas, il sera vendu pour son vol. Un homme peut être vendu pour son vol comme esclave hébreu, mais non une femme. Cette règle est une tradition orale. Un voleur ne peut être vendu que pour le paiement du principal, mais pour le paiement du double ou le paiement du quadruple ou du quintuple. Il ne doit pas être vendu, plutôt cette amende est une dette qui lui incombe jusqu'à ce qu'il s'enrichisse. Si un homme vole un objet appartenant à un gentil ou à un bien consacré, il n'a pas de quoi les rembourser. Il n'est pas vendu pour le paiement du principal, plutôt cela est une dette qui lui incombe jusqu'à ce qu'il s'enrichisse.
C'est le principal que le voleur est tenu de payer pour l'objet volé vaut 100 sous et que le voleur ne vaille que 50 sous. Il doit être vendu. Le solde du principal ainsi que l'amende du double sont une dette qui lui accombe jusqu'à ce qu'il sorte en liberté la 7e année, comme tout esclave hébreu. S'enrichissent et paye. Si le voleur vend 101 sous, dont plus que l'objet volé, il ne peut pas être vendu ainsi qu'il est dit. Il sera vendu pour littéralement dans son vol. Il faut que toute sa valeur soit comprise dans la valeur de l'objet volé. Quand un homme commet un vol, est vendu pour le paiement du principal, puis commet à nouveau un vol, la règle suivante est appliquée. S'il vole une seconde personne, il n'a pas de quoi payer le principal. Il doit être vendu une seconde fois. Même s'il vole 100 personnes, il doit être vendu 100 fois. En revanche, s'il vole une seconde fois la première personne, il ne peut pas être vendu une seconde fois. Plutôt, tout ceci restera une dette qui lui incombe. Quand un homme vole une première personne, puis vole de nouveau une seconde personne, et vole de nouveau une troisième personne, tous les trois sont associés sur le voleur. Si la valeur du voleur est équivalente au principal qui doit payer à toutes les trois ou inférieure au principal, il est vendu. Les trois personnes partagent entre elles l'argent de la vente et le solde, à savoir les doubles, la valeur en su qui doit payer à chacune est une dette qui lui incombe. Si sa valeur dépasse celle des trois objets volés réunis, il ne peut pas être vendu. Plutôt, le tout est une dette qui lui incombe jusqu'à ce qu'il s'enrichisse. Si des associés commettent un vol ensemble, on procède de la manière suivante. Le principal divisé entre eux, et chacun d'eux doit être vendu pour sa part du principal s'il n'a pas les moyens de payer, quiconque parmi eux a une valeur dépassant la part du principal qui est tenu de payer ne peut pas être vendu. Amen. Voilà, comme ça.